Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être venus si nombreux à cette deuxième conférence dans le cadre de l'exposition Paris 1900. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Dominique Lobstein, qui est historien d'art et co-commissaire de l'exposition Paris 1900, la ville spectacle. Et il va nous parler aujourd'hui des salons à Paris en 1900. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci et merci de votre présence. Vous voyez peut-être que le titre est un peu énigmatique. Et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous demander votre indulgence. Le programme des expositions se fait toujours pendant le montage de l'exposition et donc c'est pendant que nous étions, avec Gaël Rio qui vient de parler, nous étions à la recherche des quelques 600 œuvres que vous pouvez voir dans l'exposition, qu'on était en train de rédiger le catalogue, enfin vous voyez toutes les petites choses amusantes qui permettent de créer ce que vous avez pu visiter. Donc c'était à ce moment-là précisément qu'on m'a demandé si je voulais bien parler et sur quel sujet. Donc, j'étais en train de faire les recherches pour l'article que j'ai écrit, l'essai que j'ai écrit dans le catalogue sur les institutions et le marché de l'art à Paris en 1900, et j'avais repéré que les expositions habituelles qui se tenaient tous les ans à Paris avaient eu cette année-là beaucoup de déboires, et donc j'ai lancé comme ça, en l'air, l'exposition à la recherche d'un toit. Et puis quand j'ai reçu les épreuves pour le flyer, le dépliant que vous avez en main, j'ai pas fait attention et j'ai validé. Et puis c'est seulement après que je me suis rendu compte que je n'allais pas parler d'une exposition, mais de plusieurs expositions. Donc je vous demande de m'excuser pour cette erreur dans le titre, qu'il faut lire les expositions à la recherche d'un toit. Ça c'est le titre déjà. Ensuite c'est le sujet. Je ne m'étais pas rendu compte que j'allais vous lancer dans des considérations administrative, financière, architecturale, mais relativement peu artistique. Donc, pour les amateurs de belles images, vous allez être très déçus, et d'autant plus que une grande partie des images, c'est moi qui les ai réalisées, en prenant des photos ou en scannant des ouvrages de la fin du 19e et du début du 20e, et vous allez voir comment j'ai quand même un certain problème avec la planéité des livres, avec l'orientation des images, mais néanmoins, avec tout ça, vous devriez voir ce qu'étaient donc ces expositions qui cherchaient où s'abriter en 1900. Alors, pour commencer, pour ceux qui ont visité l'exposition, vous avez vu qu'on a, pour parler du fonctionnement des artistes en 1900, on a mis toute une série de photographies d'un photographe qui s'appelle Bénard, et donc qui montre des ateliers d'artistes. L'atelier, c'est le premier endroit où on s'expose. Et donc j'ai voulu rajouter quelque chose en plus que les images de Bénard, en vous présentant Madeleine Lemaire, qui était quand même une des personnalités artistiques les plus importantes en 1900, vous la présentez dans son atelier, un atelier qui était en fait un faux semblant, c'était pas du tout l'endroit où elle peignait, mais c'était l'endroit où elle donnait aux gens qu'elle recevait l'impression qu'elle était en train de peindre. C'était vraiment un salon, mais un salon avec un petit S, dans lequel on attendait les commanditaires, les mécènes, pour leur montrer ce qu'on était capable de produire et dans quelles conditions on le produisait. Donc il y avait déjà toute une mise en scène. Mais cette mise en scène, elle ne pouvait jamais concerner que quelques visiteurs de temps en temps. C'était pas un endroit largement fréquenté, comme les expositions qui ont fait la renommée des artistes depuis très longtemps. Et donc, il faut voir plus large qu'un appartement, qu'un hôtel particulier pour recevoir le public. Et donc, il faut voir les lieux dans lesquels on réunit un certain nombre d'artistes pour présenter leurs œuvres. Alors, il faut savoir que les problèmes de logement, c'est pas une chose qui ne nous concerne que nous, ça a aussi concerné les artistes et les sociétés artistiques, et donc même quand ces sociétés ont été soutenues par l'État, par la ville de Paris, par de grandes institutions, il y a toujours eu des problèmes de logement. Il a fallu toujours trouver où installer les gens et comment les installer en paix, parce que chaque artiste étant une diva, étant le meilleur, il veut être dans la salle à manger, au-dessus du buffet, et il ne veut pas aller dans la cuisine. Donc ça a toujours été un dilemme profond de savoir où accrocher les œuvres et comment les accrocher pour satisfaire les artistes. Donc, cette conférence, je vais l'organiser. D'abord, je vais vous présenter ce que j'entends par exposition, donc avec un grand E, mais un petit S à la fin, contrairement à ce qui était dans le titre. Et je vais vous expliquer quels ont été les différents logements, mais depuis très longtemps, des
des expositions artistiques pour vous donner l'idée de ce que ça aurait dû être en 1900 et pour que vous compreniez ce que ça a été, ce qui n'était pas tout à fait en adéquation avec l'attente des artistes. Et donc je vais vous expliquer pourquoi en 1900 les artistes se sont trouvés chassés de leur lieu d'exposition habituel et comment ils ont essayé, comment ils ont pallié cette défection en cherchant un autre endroit où se présenter. Alors l'histoire, elle commence très avant dans le temps, puisque en fait on peut la faire remonter à 1648. C'est une de mes dates fétiches. 1648, c'est la date à laquelle Colbert, à la demande de Louis XIV, rédige les statuts de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Alors, ces statuts permettent à un certain nombre d'artistes de quitter, donc qu'on va appeler les académiciens, mais derrière les académiciens, il y a toute une hiérarchie aussi d'agréés, de personnages qui ont les mêmes bénéfices. Donc, toutes ces personnalités qui sont choisies vont s'extraire du système, alors totalement contraignant, de la maîtrise. Vous savez, on dépendait d'une organisation extrêmement rigoureuse, et avec le salon, avec la mise à disposition de ces artistes pour le roi, la famille royale et l'aristocratie, donc c'est une manière de se libérer. Et la contrepartie de cette libération, de cette indépendance qu'obtiennent les artistes, il y a quelques contraintes. Et parmi ces contraintes, une des plus importantes est une exposition régulière de leurs œuvres. Dès 1648, c'est dans l'air, il faut que les artistes régulièrement montrent au public, donc pas seulement à leurs commanditaires, pas seulement au roi, à la famille royale, à l'aristocratie, mais montrent à un public large l'état de ce qu'ils font. Et le but, c'est quand même une volonté de jugement public et d'entraînement pour éviter que les artistes stagnent. Le fait de les présenter au public, c'est une manière de les obliger à s'améliorer tout le temps et s'améliorer aussi par rapport à l'étranger, puisque l'Académie, c'est quelque chose que Louis XIV crée pour pallier le déficit artistique de la France à ce moment-là. Et en fait, cette idée d'exposition, il va falloir attendre 19 ans pour qu'elle se réalise, et pour que les artistes se soumettent à cette idée d'une exposition collective ouverte au public. Et donc la première exposition, elle va ouvrir en 1667 au Palais Brillon. Alors le Palais Brillon, c'est un bâtiment qui a été détruit en 1784 et qui a laissé la place à la colonnade du Palais Royal et à l'actuelle Comédie Française. Donc, durant le temps de la Semaine Sainte, pendant une semaine, les artistes présentent leurs œuvres. Alors, le problème, c'est que nous n'avons aucune gravure qui nous permette d'imaginer de quelle manière les œuvres étaient présentées. Et simplement, on sait qu'en 1673, donc relativement peu de temps après, 6 ans après, l'historien de la cour Félibien, celui qui est à l'origine de la hiérarchie des genres par exemple, et qui était le conservateur des antiques de la couronne, va y installer, dans ce Palais Brillon, va y installer les antiques royaux. Donc les salles étaient forcément importantes qui permettaient de les présenter. Et ce qui nous fait encore plus défaut que une vue du local, c'est les œuvres qui ont été exposées. En fait, il n'y a aucune liste, il n'y a aucun commentaire qui nous permette de savoir qu'est-ce que les académiciens ont présenté. Alors, il y a un certain nombre d'expositions qui vont suivre, qui n'auront pas le rythme annuel ou bisannuel, enfin tous les 2 ans qui était prévu et qui va exister plus tard. Et donc on sait qu'il y a des expositions en 1669, 1671 et 1673. Et alors, on n'a toujours pas d'image et on ne sait toujours pas ce qui est présenté. Sauf en 1673, où pour la première fois, on publie pour l'occasion ce qui va s'appeler dorénavant un livret, qui est une recension des artistes et des œuvres. Alors, on connaît plutôt les recensions du 19e siècle, classées par ordre alphabétique d'artistes et puis par numéro d'ordre des œuvres. C'est beaucoup plus folklorique lors de la création en 1673. Et si je vous montre cette page, c'est surtout parce qu'il y a une indication fort importante, tout de suite, puisqu'il est précisé que la manifestation se tient dans la cour, avec une faute d'orthographe, du Palais Royal. En fait, il faut imaginer que ce que nous cherchions, bien accrochés sur des murs, organisés de manière très sophistiquée, eh bien pas du tout. C'était une présentation des œuvres dans une cour, en plein air et sur des tréteaux. En fait, il n'y avait aucune différence avec les expositions qui avaient été organisées du temps des maîtrises, c'est-à-dire c'était en plein air,
ouvert, à tout vent. On présentait pendant quelques jours les œuvres. Et donc, certainement, c'était ce souvenir du temps ancien pour les académiciens qui était une gêne et qui les faisait être très réticents à exposer. Alors, toujours par des mentions dans la presse, mais des mentions extrêmement subreptices. On sait qu'il y a encore des expositions en 1671, 1675, 1680 et 1683. Et certaines de ces expositions, par exemple, ne durent qu'une journée. Donc c'est pour vous dire qu'on se plie à la demande du pouvoir, mais on s'y plie avec quelques réticences. Toujours pas d'image pour en parler. Et ensuite, on va passer à une exposition qui aura lieu en 1699, et là, qui va durer pendant 2 semaines, alors qui va ouvrir en plein été. L'ouverture de l'exposition au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle a été fixée sur des critères qui n'ont rien d'artistique. C'était la fête du roi, c'était l'anniversaire du couronnement, et donc l'exposition tombait à n'importe quel moment de l'année. Seul petit défaut, c'est la lumière. On n'a pas la lumière électrique, donc vous imaginez que les expositions au mois de novembre-décembre, c'est beaucoup moins confortable que celles qui ont lieu en été. Et en 1699, l'exposition a lieu en été. Et là, grand coup, l'État se rend compte que pour susciter l'adhésion des artistes, il faut un lieu important. Et on les installe. On installe les artistes dans la grande galerie du Louvre. Et alors là, les journaux vont en parler beaucoup plus, et on va parler de la mise en scène. Et cette mise en scène, on va même en parler dans le livret. Donc voilà le livret de l'exposition de 1699, donc qui explique pour la première fois que l'exposition a lieu dans la grande galerie du Louvre. Et voilà. Et je vous propose de lire ce texte donc, qui figure dans ce livret et qui explique comment les œuvres étaient présentées. Monsieur Mansart, surintendant et ordonnateur général des bâtiments du roi et protecteur de l'Académie, ayant représenté à Sa Majesté que les peintres et sculpteurs de son Académie royale auraient bien souhaité renouveler. Alors ça, le sic, c'est pas du tout pour le bémol que je mets à l'affirmation, c'est simplement pour les 2 L. L'ancienne coutume d'exposer leurs ouvrages au public pour en avoir son jugement et pour entretenir entre eux cette louable émulation si nécessaire à l'avancement des beaux-arts, Sa Majesté a non seulement approuvé ce dessein, mais leur a permis de faire l'exposition de leurs ouvrages dans la grande galerie de son palais du Louvre et a voulu qu'on leur fournît du garde-meuble de la couronne toutes les tapisseries dont ils auraient besoin pour orner et décorer cette superbe galerie. Mais comme elle est d'une étendue immense ayant 227 toises de longueur, ils ont cru n'en devoir occuper que l'espace de 115 toises, en faisant 2 cloisons aux extrémités. Et ensuite, vous avez la description, donc ce qui deviendra une liste d'artistes et d'œuvres. Là, c'est une description très littéraire au long cours. Sur la cloison de l'extrémité à gauche en entrant, il y a un grand dais de velours vert avec des grands galons et des grandes crépines d'or et d'argent, une estrade et un tapis de pied au-dessous, avec 2 portraits de l'un de Sa Majesté et l'autre de Monseigneur par Monsieur Persson pour Poherson. Donc vous voyez, il y a toute une mise en scène, et c'est par cette mise en scène de leurs œuvres que l'État, qui est l'organisateur de l'exposition, va attirer les artistes et va les fidéliser. Et à partir de ce moment-là, l'exposition va connaître un rythme beaucoup plus régulier. Et va être relayé donc par un certain nombre de critiques. Denis Diderot est passé par là, et donc il a lancé la critique littéraire par le journal de Grimm. Toute l'Europe est au courant de ce qui s'expose à Paris et des pensées de Denis Diderot sur ce qui est exposé. Et les images ne vont pas tarder. Alors, juste un détail supplémentaire, à partir de 1725, l'exposition ne va pas seulement occuper une plus ou moins grande partie de la Grande Galerie, mais va aussi s'installer dans le Salon Carré du Louvre. Et c'est en fait à partir de ce 1725 et de cette présence dans le Salon Carré que l'exposition, qui de son nom complet est l'exposition des artistes vivants, peintres, sculpteurs, exposants dans, va devenir le salon, donc le terme qui va en un seul mot dire tout ce qui se passe lors du salon.
Et donc, c'est pour ça que le terme exposition que j'ai employé au départ, c'est à peu près c'est l'équivalent de salon. Et donc, ces expositions vont commencer à donner lieu à des images. Et une des premières images qu'on peut évoquer, donc c'est cette aquarelle, cette petite aquarelle de Gabriel de Saint-Aubin, où vous voyez donc comment les œuvres sont accrochées dans le Louvre. Vous voyez comment les tableaux, on part plutôt des plus petits aux plus grands, comment vous avez des sellettes le long des murs sur lesquels vous avez des petites sculptures. Au milieu, vous avez des sellettes autour desquelles on tourne, donc pour voir les œuvres en 3 dimensions, et un peu plus grandes, donc qui sont comme ça visibles par le public. Alors, ce que l'image ne montre pas, parce que là, vous n'avez que des images qui ont un rapport, ce que Félibien a défini comme le grand genre, c'est-à-dire la peinture d'histoire, la peinture mythologique ou religieuse. Donc, vous avez des images du grand genre, mais sur un des murs que Saint-Aubin n'a pas représenté, vous aviez aussi au centre, comme dans la description précédente que je vous ai donnée il y a un instant, vous aviez la représentation du roi ou de personnages de la famille royale, et autour d'eux, de manière extrêmement symétrique, parce que c'est la symétrie qui prévaut dans l'organisation de la présentation des œuvres. Donc vous aviez la partie la plus importante, enfin, aux yeux des organisateurs de l'exposition, et venir à l'exposition, c'était une manière de rendre grâce au roi qui était l'organisateur de la manifestation. Voilà une autre œuvre de Gabriel de Saint-Aubin, donc, qui a été réalisée en 1779. C'est un tout petit tableau, il mesure 19 par 44 cm. Alors, la partie, attendez, on m'a expliqué quelque chose. La partie supérieure que vous voyez là, en fait, n'existe pas. C'est une espèce d'allégorie du salon, mais là, vous avez la représentation du mur noble du salon avec le portrait de Louis XVI par Calais, qui se trouve aujourd'hui à Clermont-Ferrand, donc qui est là, et vous voyez comment de chaque côté, de manière extrêmement symétrique, tout est organisé pour être admiré par le public. Alors, l'aquarelle que vous avez vue précédemment, comme cette esquisse, en fait, sont des choses qui ne vont être connues que de très peu de gens, et il faut attendre encore quelques années, en fait 1787, pour avoir l'image diffusable, voilà, de la manière dont se présente le salon. Et là, vous avez une gravure d'un Italien qui a beaucoup travaillé en France, qui s'appelait Pietro Antonio Martini, et qui vous donne une vue du salon de 1787. Donc vous voyez comment les tableaux sont sur plusieurs étages, au minimum 3, mais ça peut aller jusqu'à 5, donc bien pire que ce que nous avons pu faire dans l'exposition, ou bien mieux, comme vous voulez. Et donc, vous remarquez que les sculptures ont disparu. Elles sont rangées totalement à part. Vous allez voir à plusieurs reprises, quand je vais vous parler du logement, eh bien, il y a des pièces différentes selon les choses qu'on veut montrer. Et donc, à la fin du XVIIIe siècle, les peintures sont d'un côté, les petites sculptures sont ailleurs dans la grande galerie, et les grandes sculptures sont entreposées au rez-de-chaussée de la cour carrée. Pour des raisons simplement de sécurité technique, elles ne sont pas montées dans les salles d'exposition. Et vous voyez le nombre important de personnes qui visitent l'exposition. L'exposition, jusqu'à la Révolution, est gratuite. C'est-à-dire que tout le monde peut y venir et y faire ses commentaires. C'est un salon avec un petit test, c'est un endroit où on peut se rencontrer pour parler d'art, pour prendre du plaisir à regarder les œuvres, mais c'est un vrai lieu de vie qui existe. Donc, je ne vais pas vous faire tout l'historique de l'exposition au XVIIIe siècle, il y a une relative stabilité du nombre d'œuvres, puisque le nombre d'académiciens est limité, donc le nombre d'œuvres présentées n'augmente pas beaucoup, mais tout va changer en 1791. Après la Révolution, vous vous souvenez, on a appris ça à l'école, l'abolition des privilèges, c'est aussi la suppression de l'académie. Plus d'académie, mais nécessité de maintenir une exposition, un salon, pour que les artistes puissent vivre. Et donc, il n'y a plus d'académiciens, l'exposition
est dorénavant ouverte à tout le monde. Alors, elle va être ouverte à tout le monde très peu de temps, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a le pire et le meilleur dans les gens qui se présentent, et donc on va instituer un jury pour limiter l'accès. Mais donc, très vite, on a, en 1787-89, on a 350 peintures qui sont présentées au salon. Dès 1791, en fait, on va en avoir 4 fois plus. Et ça va aller comme ça en augmentant, et quand on va arriver en 1900, la période qui nous intéresse, il pourra y avoir jusqu'à 2700-2800 œuvres présentes, enfin 2800 peintures présentées, auxquelles vous ajoutez 600 sculptures, des gravures et tout ça. Les premières expositions, en fait, étaient limitées à la peinture, la sculpture et la gravure, et petit à petit, on va y agréger d'autres choses, et vont être aussi exposés des plans d'architecture, et à la fin du 19e siècle, on y présentera aussi des objets d'art, on le verra quand on arrivera à 1900. Donc, avec la Révolution, l'exposition devient ouverte à plus de gens, avec néanmoins un jury, et il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, ce sont les récompenses. Alors ça, c'est une idée de Vivant Denon, qui était directeur du muséum, qui était le ministre de la culture de Napoléon. Il a l'idée que pour fidéliser les artistes, un bon moyen, c'est de les récompenser. Et Napoléon, qui ne lésine pas sur les légions d'honneur qu'il fait éditer, en fait, décroche sa légion d'honneur régulièrement et l'accroche sur les gens qu'on lui indique qu'il faut récompenser parce que ce sont de bons artistes. Mais la légion d'honneur, finalement, ça coûte cher. Donc, on va créer autre chose, une médaille que, le temps passant, on va réaliser en or pour les meilleurs, en argent pour les moins bons et en bronze pour les moins bons. Et donc, il y a toute cette distribution des médailles qui va avoir lieu. Et donc là, je vous montre un tableau de 1825. Non, 1800. Oh, si, je me suis trompé, c'est 1825, et qui représente la remise des médailles par Charles X à l'issue du salon de 1824. Alors, voilà, une chose importante, et le Louvre était idéal pour ça, puisqu'il y a des récompenses, il faut une salle prestigieuse pour remettre les récompenses. Et au Louvre, c'était idéal, on avait le salon carré. Et donc, le roi n'assistait pas à toute la remise des récompenses. Vous imaginez, donc il y avait la Légion d'honneur, mais il y avait aussi l'ordre de Saint-Michel qui avait été supprimé en 1789, mais qui avait été remis en service par Louis XVIII en 1818. Donc, il y avait ces deux ordres importants. Et ensuite, vous aviez toute la série des médailles et d'autres récompenses. Donc, ça demandait énormément de temps. Donc, le roi ne venait, le roi qui est ici. Donc, on est en 1824, c'est l'année où il succède à son frère Louis XVIII, et donc le roi ne remettait que les légions d'honneur et l'ordre de Saint-Michel. Et donc là, vous le voyez en train de remettre l'ordre de Saint-Michel au peintre Carl Vernet. Et alors, hasard de l'histoire ou pas vraiment hasard, le peintre qui a peint ce tableau, Jean-François M, a justement reçu la Légion d'honneur, donc honneur suprême, en 1824. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est quand même qu'il y a un certain nombre de dames qui font partie de l'assistance. Donc là aussi, c'est une réunion mondaine qui réunit non seulement les artistes, mais aussi les écrivains, les critiques, les grands administrateurs de l'État. Donc tout le monde est là, et cette partie-là est plus particulièrement consacrée aux artistes, et vous avez là des gens qui à l'époque étaient des artistes importants comme Madame Audebourg-Lescaut. Et alors vous voyez, on est dans la partie importante, et vous avez normalement, vous avez donc dans le salon carré, vous avez les peintures importantes. Vous avez là le vœu de Louis XIII de Ingres, qui est aujourd'hui à la cathédrale de Montauban. À côté, vous avez le Delaroche, Jeanne d'Arc, qui est maintenant à Londres. Donc vous voyez, c'était les peintures les plus prestigieuses qui étaient représentées là, et toujours les peintures royales. Et vous avez un certain nombre de portraits royaux ici. Et là, vous avez une statue de Charles X par Cortot, et la plupart de ses œuvres ou des copies sont maintenant conservées à Versailles. Alors vous voyez comment l'accrochage reste serré, hein. Si vous comptez, vous avez 6 niveaux d'accrochage. Et donc une lumière zénithale organisée pour qu'on voit le plus possible ce qui se passe.
mais quand même avec des contraintes de visibilité épouvantables. Et donc, bien sûr, pardon, je suis allé trop vite. Toutes les personnes situées à mi-hauteur, par exemple, savaient qu'à partir de 2-3 heures de l'après-midi, on ne les verrait pas. Donc, il y avait des cahiers de plainte. Il y avait un cahier de plainte qui était déposé à l'entrée de l'exposition, et les artistes y allaient bon train, et tout le monde demandait des changements. Alors, on n'a rien fait pendant longtemps, mais on a tenu compte de la demande, et vous verrez que ça va finir par faire quelque chose. Alors, après la Révolution de 1848, qui va chasser Louis-Philippe du trône de France, après la mise en place d'une brève Troisième République, et surtout après l'exposition Fleuve de 1848, parce qu'en 1848, là, on avait supprimé le jury, et donc il y avait 5000 œuvres présentées dans le Louvre. C'était un étrange capharnaüm, dont les critiques ont quasiment refusé de parler, tellement c'était mauvais. Et c'est une exposition un peu particulière. Il y a eu une remise des récompenses par la République, mais les récompenses n'ont pas été des médailles ou des choses honorifiques comme ça, mais puisqu'il fallait faire marcher les industries d'État, les industries nationales, en fait, les artistes ont été récompensés avec des objets en porcelaine de Sèvres. Et par exemple, Delacroix, c'est inscrit dans les archives, Delacroix a reçu un ensemble à décor de fleurettes bleues qui venait de la manufacture et qui le récompensait pour son envoi au salon de 1848. Alors, avant de refermer cet épisode un peu long sur les logements différents, voilà ce que donne, au milieu du siècle, donc juste avant 1848, voilà ce que donne la Grande Galerie occupée par les tableaux. Donc la Grande Galerie qui depuis a été démolie et reconstruite. C'est plus la Grande Galerie d'aujourd'hui. Mais donc vous voyez la foule qui pouvait exister. Alors ce que je vais vous faire remarquer, c'est quand même les huissiers. Alors les dossiers des salons qui sont conservés aux archives du Louvre vous expliquent que chaque année, ou tous les 2 ans, on embauchait un certain nombre de personnes, généralement les mêmes parce que leur moralité était parfaite, et on les habillait pour la circonstance. Et vous imaginez, la Grande Galerie, c'est quand même relativement long, plus le salon carré, puis on débordait toujours un peu à droite, à gauche pour d'autres choses, et il y avait au maximum 6 de ces messieurs, comme ça, pas vraiment l'air intelligent, qui assuraient l'ordre de la manifestation. Et donc, là, il faut virer les gens, et à mon avis, ils donnent de la voix. Et donc, vous voyez tout le public qui se pressait ce jour-là. Alors, le jour de la fermeture était un jour très particulier, c'était encore un jour gratuit. Mais avec la République, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'exposition est devenue payante. Mais la République avait quand même été mal à l'aise de faire payer. Donc, on peut suivre d'année en année comment les prix ont varié. Alors, il y a été une époque où c'était, 1 franc tous les jours, sauf le dimanche, pour les pauvres. Et puis après, on a fait 0,50 le lundi, le mardi, 1,50 le mercredi. Enfin, il y a toute une échelle de prix qui s'organise, mais le salon ne tarit pas de visiteurs. Alors, 1848. Après cette exposition monstre et monstrueuse, où on a eu du mal à faire respecter les règlements, un des principaux règlements qui avait été pris dans la première partie du XIXe siècle, c'était quand même le dépôt obligatoire des cannes, parapluies et sabres, parce que comme je vous parlais des livres de plaintes, les livres de plainte étaient aussi remplis d'artistes qui se retrouvaient avec leurs tableaux crevés, tout simplement parce que les gens montraient du bout de leur canne, vous avez vu la foule, paf, ils passaient au travers. Donc tout ça était enregistré et on essayait de veiller au bien-être des œuvres. Et alors, donc, après 1848, l'État décide que c'est plus possible, on ne peut pas laisser un salon comme ça dans le Louvre. Donc, il faut trouver une autre solution. Comme l'exposition suivante ouvre 10 mois après, il y a un peu de difficulté. Alors, la première idée, c'est de faire glisser l'exposition du Louvre vers les Tuileries. Tuileries, donc, ces bâtiments qui ont été détruits depuis après la Commune. Et donc, vous voyez ce que donne l'accrochage aux Tuileries. Donc, vous avez un bâtiment sur 2 niveaux, hein, puisque là, vous avez Donc, on étage les tableaux. Alors, là, on perd toute idée de genre, le grand genre et tout ça. Là, c'est
on met tout et puis chacun cherche, puisque de toute façon le livret est là pour l'aider. Alors ce qui est important, ce que je voudrais souligner, vous voyez apparaître ici une mise à distance qui est aussi un pupitre. Pour nous aujourd'hui, une mise à distance, c'est quelque chose qui doit éloigner, généralement c'est plutôt bas et casse-gueule, mais à l'époque ça avait une autre fonction, on pouvait y poser le livret justement pour pouvoir chercher à quoi correspondait le numéro de l'œuvre qu'on voyait, qu'on avait sous les yeux. Donc il y avait une fonction pratique. Vous avez toujours un gardien appointé et donc toujours un public extrêmement intéressé, hein, des enfants jusqu'aux adultes qui sont présents pour la manifestation. Alors, le problème, c'est que autant le Louvre disposait de cette grande galerie qui était un vrai bonheur parce que c'est large, ça permet la circulation, il y a des éclairages à la fois par les côtés, par en haut. Les Tuileries, c'était pas du tout le cas. C'était un bâtiment beaucoup plus tardif qui n'était éclairé que par des fenêtres et donc où on ne voyait rien. Donc ça a été le tollé général de la part des artistes comme de la part du public. Et l'État, donc, a cherché une solution de repli et pour rester dans un périmètre relativement proche, on a transporté l'exposition au Palais National. Alors le Palais National, c'est l'actuel Palais Royal. De toute façon, c'est pas compliqué. Il ne s'appellera Palais National que pour l'exposition de 1849. Mais le lieu est trop petit pour accueillir l'ensemble des œuvres qui sont présentées. Donc, dans les cours, on construit des bâtiments en toile et en bois pour accueillir les œuvres. Cette année-là, l'exposition... Alors, il y a longtemps que je ne lis plus mes notes, je sais plus où on en est, mais l'exposition a dû ouvrir en mars. Et donc vous imaginez que le bois et la toile en mars-avril, tout le monde s'est plaint du froid, des courants d'air, de la lumière, ça a été épouvantable. L'intérêt, c'est donc en 1850, l'exposition va commencer le 31 décembre, c'est pour ça qu'on dit toujours ça entre 50 et 51, ça commence le 31 décembre, et vous imaginez que c'est encore pire, et c'est l'intérêt de 50-51, c'est la première fois que l'État va commander des vues de l'exposition. Donc on sait mieux comment les œuvres étaient disposées dans l'espace, on ne passe plus par l'intermédiaire de la gravure, on est vraiment en direct, avec là, puisqu'on est de plein pied, la possibilité de réintégrer les sculptures dans le parcours et de tourner tout autour. Donc, en 52, alors, donc là, on est en 52, donc, vous voyez, c'est le palais qui est redevenu royal en 52. Voilà, le palais royal, c'est ça, et en fait, l'exposition, c'est aussi tout ce qu'on construit autour. Et à l'étage, c'est tout ça qui est construit donc de briques et de brocs. C'est ça les belles images que je vous ai faites. J'espère que vous appréciez. Hein. Et donc, c'est là que sont présentées les œuvres, donc dans des conditions épouvantables. Alors là, c'est plus les coups de canne ou de parapluie que les tableaux craignent, mais c'est franchement l'eau qui tombe dans les salles. Alors, si vous arrivez à lire ce qui est marqué là, vous voyez que de nouveau, on essaye d'organiser la présentation. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même 3 salles, rien que pour la peinture de fleurs. Donc, vous imaginiez du sol au plafond, rien que des fleurs. Ça devait être quand même des expositions assez intenses. Voilà une vue de ce qui était fait. Donc, des montants en bois, on tend des toiles et dessus on accroche, et puis on a ces fenêtres qui en plus sont en biais parce que ça stabilise le bâtiment, mais simplement pour la lumière, ça veut dire qu'elle ne va aller que d'un côté et que les pauvres là, ils n'ont rien à espérer à partir d'une certaine heure. Donc là, tout le monde râle de plus en plus fort. Donc en 53, l'État qui depuis 51 dit « Nous vous préparons la plus belle salle d'exposition dont vous puissiez rêver ». Donc, forcément, quand on vous dit ça et qu'on vous donne ça, ça continue de râler. Donc, en 53, on décide de changer de lieu et on va installer l'exposition. On va installer l'exposition dans l'ancien dépôt général du matériel des fêtes et cérémonies royales. Donc, en gros, c'est un dépôt. Non. Voilà, c'est la partie qui se trouve ici. Donc c'est à l'angle de la rue Richer et rue du Faubourg-Poissonnière. Donc c'est vraiment là aussi quelque chose qu'on va organiser très rapidement et qui va mécontenter tout le monde. Je pense que l'image suivante, c'est justement cette partie-là aménagée. Non. Voilà.
Voilà, vous voyez comment en fait on a créé des parois. Je suis pas vraiment doué pour la technique. Hein. Comment on a créé des parois pour faire des salles, pour redisposer les œuvres selon leur technique. Vous voyez, par rapport au plan précédent, vous avez là la rue du Faubourg-Saint-Denis et là la rue Richer. Et donc, ça n'a lieu qu'un temps. Et en 1955, on construit vraiment ce lieu que tout le monde attend et que je vais vous présenter. Alors, non, je vous présente déjà une vue de comment on a mis les œuvres dans ce dépôt des objets pour les fêtes royales. Donc, vous voyez, c'est quand même, en gros, c'est un grenier qu'on aménage pour la circonstance. Et en 1955, on construit le bâtiment merveilleux que tout le monde attendait, qui s'appelle le Palais des Beaux-Arts, qui est construit comme un des bâtiments de l'exposition universelle de 1855, réservé aux Beaux-Arts. Donc, il est prêt, on le verra plus loin, le nom sera marqué dessus. Donc, voilà le bâtiment tel qu'il se présentait. Donc, vous voyez, une volonté quand même de faire entrer beaucoup de lumière. Il y a des fenêtres partout. Au-dessus, il y avait une verrière complète. Alors, ce qui est peut-être plus parlant, voilà, c'est les représentations qu'en donnent les journaux. Et c'est... Enfin, sur celui-ci, on voit vaguement le toit en porte, alors qui n'était pas vraiment comme ça, mais donc un toit qui était fait de verre et qui permettait d'éclairer l'intérieur de l'exposition. Et donc, c'est là que l'exposition a lieu en 1855, exposition qui est un peu particulière, puisque elle peut être rétrospective. Les grands artistes ont le droit à présenter beaucoup d'œuvres qui représentent toute leur carrière. Une exposition, habituellement, c'est les œuvres de l'année écoulée ou des 2 ans écoulés. Là, on peut y montrer plus de choses, et c'est comme ça. Donc voilà comment en plan, voilà, l'entrée se faisait par ici. Vous avez vu que c'est en arc de cercle. L'entrée se faisait par ici. La France, cette année-là, avait dans le livret, comme dans l'exposition, avait laissé la place d'honneur aux pays étrangers et se présentait après. Enfin, d'une couleur différente. Vous voyez que, point de vue surface, on ne perdait pas grand-chose. Et vous voyez qu'il y a eu des expositions personnelles, et Ingres était présent avec 40 tableaux, Vernet avec encore plus, et Delacroix, qui n'est pas indiqué, était aussi présent avec 35 tableaux. Donc c'est une exposition d'un style tout à fait particulier, et qui a cette... qui se solde par un ensemble de critiques incontournable, et donc le bâtiment est abandonné pour l'année suivante. Donc le bâtiment qui devait être éternel, il est abandonné dès l'exposition suivante qui a lieu en 1957, et comme il faut trouver autre chose, donc voilà une partie de l'exposition de Ingres comme elle était présentée. Et donc le bâtiment, il avait été construit, voilà, avenue Montaigne, c'est le nom que je ne trouvais pas. Il était là, le bâtiment qu'on vient de voir. Et pour l'exposition, on avait construit ici un énorme bâtiment qui s'appelait le Palais de l'Industrie, dont vous avez là l'entrée principale. Ça, c'est une sculpture de Diebold qui a été démontée, qui se trouve maintenant dans le parc de Saint-Cloud. Et donc, le Palais de l'Industrie va être colonisé par les expositions. Et là, pendant presque 50 ans, c'est là que vont avoir lieu les expositions, et c'est un lieu grand, c'est un lieu qu'on peut rendre joli, et c'est un lieu qui va plutôt satisfaire les artistes. L'exposition à cette époque-là a toujours lieu en mai-juin, donc plutôt au beau jour. Bon, il y a toujours des courants d'air, il y a toujours des gens pour se plaindre des courants d'air, mais les gens sont plutôt contents. Alors, je suis allé on est en 66. C'était juste un clin d'œil pour ceux qui ne connaîtraient pas le sens du mot vernissage. En fait, les artistes venaient déposer leurs tableaux, donc s'ils étaient acceptés, on accrochait leurs tableaux. Il y avait des équipes qui étaient destinées à ça. Et le dernier jour, juste avant l'ouverture au public, on pouvait retoucher son tableau ou le vernir. Mais avant l'ouverture au public ne veut pas dire avant l'ouverture aux personnes distinguées, qui, elles, avaient le droit de venir avant tout le monde. Et en fait, le vernissage, c'est la rencontre des personnes distinguées, que vous voyez là, et des gens qui vernissent. Mais comme entre les années 50 et 60, le nombre d'accidents n'a fait qu'augmenter, en fait, très vite, on n'a plus eu le droit de vernir, c'était inscrit au livret, dans les statuts, on n'a plus eu le droit de vernir, il fallait vernir chez soi, il fallait arriver verni, et donc, le terme est resté vernissage, mais on a perdu les vernisseurs, c'est tout. Voilà, et voilà à quoi ressemblait le Palais de l'Industrie pendant une exposition. Donc, vous voyez,
Tout le terre-plein central était aménagé en jardin, avec fleurs, fontaines. Les sculptures étaient déposées. Vous aviez, au fond, on les aperçoit à peine ici, vous aviez des peintures. Au-dessus, vous aviez les dessins, les plans d'architecture. Tout était organisé. Et là, l'exposition pouvait se développer. Elle avait toute la place pour le faire. Voilà une autre exposition où, alors bien sûr, il y avait des bancs pour se reposer. Enfin, tout était organisé pour le bien-être. Et bien sûr, il y avait un buffet, parce que à partir du Second Empire, le buffet est une partie intégrante de l'exposition. Voilà une image, une des rares images qui représente le salon en mode de fonctionnement. En 1880, donc un tableau d'Édouard Dantan, un artiste de Boulogne-sur-Seine. Et donc vous voyez comment on construisait des parois, et on indiquait aux gens, là on rentrait dans l'architecture, là vous étiez chez les étrangers. C'est pas très chicos, mais bon. Là, je n'arrive pas à lire, mais donc il y avait des repères qui étaient donnés pour le public, pour se promener dans l'exposition. Et alors, on arrive enfin à la période qui nous intéresse, donc la période qui va de 1895 à 1900. Et tout est la faute de ce monsieur, hein, Alfred Picard, qui est le grand ordonnateur de l'exposition universelle de 1900. Il est nommé en 1895 et tout de suite, tout le monde s'inquiète parce qu'on sait qu'il a des idées grandioses et qu'il veut tout raser pour faire du neuf pour l'exposition, et tout le monde se demande où est-ce qu'il va être logé. Alors tout le monde, ça n'est plus un salon, mais 3. En 1890, le Salon des artistes français, une partie des membres a fait sécession et a créé le Salon de la Société nationale des beaux-arts. Donc ça fait 2 salons. Et vous avez une exposition qui n'a jamais pris le salon, mais une exposition qui est quasiment annuelle, qui est l'exposition de la Société des artistes indépendants qui a été créée en 1884. Je ne vous ferai pas l'historique, mais c'est plutôt l'exposition des néo-impressionnistes, donc c'est plutôt les tendants de la nouveauté que l'État n'a pas accepté d'encadrer, mais qui ont été soutenus par la ville de Paris. Et alors, les artistes indépendants qui n'avaient pas un lieu dédié, comme pouvaient les avoir les artistes français et la Nationale des Beaux-Arts, en fait, ont erré dans des endroits assez improbables. Ils sont passés par un garde-meuble rue du Colisée, ils sont passés par la salle d'horticulture de la rue de Grenelle-Saint-Germain. Vous voyez, ils allaient au gré de ce que pouvait leur offrir la ville de Paris. Et donc, tout le monde s'inquiète quand M. Picard commence à faire des siennes. Et donc puisqu'il a eu le titre de commissaire général de l'exposition universelle de 1900. Donc, très vite, les présidents des différentes sociétés d'artistes s'adressent à lui pour lui demander ce qui va en advenir du couverture. Et donc, il se veut rassurant. Il dit, mais de toute façon, il ne se passera rien avant 97. Et tout le monde est content, puisqu'on peut exposer l'année suivante sans problème, et personne ne s'inquiète plus que ça. Et personne ne se pose la question de qu'est-ce qui va se passer en 98, 99 et 1900. Et puis, les expositions ont lieu en 97 et 96 et 97. Et puis, quand il faut prévoir 98, les responsables des salons commencent à s'interroger. Et Picard leur fait une proposition et il leur propose... Alors, attendez, je voulais vous montrer 2 endroits où les artistes indépendants ont exposé en 96 et 97. Ils ont exposé au Palais des Arts Libéraux au Champ de Mars. Alors ça, c'était un moment de gloire, parce que c'était un vrai bâtiment qui était fait pour les expositions. Mais l'année suivante, c'était moins bien. Le bâtiment était occupé. Et ils ont exposé au Palais de Glace. Ça vous dit quelque chose ? Le Palais de Glace, construit en 1860, qui est devenu en 1893... Non, pardon... qui avait été construit en 1860 et qui en 1893 était devenu, qui était un théâtre, et qui était devenu le Palais de Glace en 1893, une des premières patinoires de Paris, et qui est devenu après le théâtre que vous connaissez toujours au niveau du Rond-Point. Et donc,
c'est Guillaume Dubuff qui, pour la Société des artistes français, va s'occuper, pour la Société nationale des beaux-arts, va s'occuper de trouver un terrain pour l'exposition. Alors là, je suis obligé de lire un petit peu mes notes parce que vous allez voir, c'est un parcours administratif assez étonnant. Alors, dans un premier temps, on lui propose de s'installer dans l'orangerie des Tuileries, qui existe toujours. Et donc, il fait dresser des plans pour l'aménagement des lieux et il fait dresser un devis. Et le devis se monte à 30 000 francs, et ce qui n'empêche que les locaux restent trop étroits pour organiser une exposition. Donc, on abandonne l'idée. Il faut trouver une autre solution, et le 5 février 1897, Dubuff dit qu'il a une idée de génie, et donc il pense sur les ruines des Tuileries. Il pense faire élever un bâtiment en carton-pierre, donc pas quelque chose qui devait durer, en carton-pierre, qui aurait reproduit la façade du palais des Tuileries de Philibert Delorme. Donc 30 000 francs, c'était trop pour le réaménagement de l'orangerie. Là, c'est 600 000 francs qu'on leur demande. Ça ne marche pas. Et pourtant, il avait trouvé une solution. Avant le salon qui avait lieu en mai, en avril, avaient lieu les concours hippiques dans le Palais de l'Industrie. Et en fait, il s'était mis en relation avec la société hippique pour que les bâtiments soient suffisamment grands pour accueillir les deux types de manifestations. Et il espérait de cette manière trouver l'argent. Il ne le trouve pas, il faut abandonner. Donc, avec son collègue de la Société des artistes français, Jean-Charles Cazin, qui lui non plus n'arrive pas à trouver un lieu, ils cherchent un peu partout et ils ont une idée, c'est d'occuper entre la statue de Gambetta, qui était là où passe, si vous voulez, le sommet de la pyramide inversée du Louvre actuellement. Et derrière, vous aviez un jardin, donc on rasait le jardin et on faisait un joli bâtiment en fer devant le Louvre pour installer l'exposition. Donc on occupait toute la surface, c'était joli, et puis ça faisait pas verru. Et là aussi, il y a un problème d'argent, on n'arrive pas à payer. Donc finalement, les deux organisateurs sont obligés de se retourner vers l'État en disant on n'y arrive pas, qu'est-ce que vous nous proposez? Et à ce moment-là, l'État va leur proposer la Galerie des Machines, qui a été construit par un architecte et un ingénieur qui s'appelle Duterre et Contamin, et qui a été construit pour l'exposition universelle de 1889, et qui se trouve le long de l'avenue de Suffren. Et donc là, vous voyez, c'est un bâtiment splendide, il y a 420 mètres de long, vous avez, je crois, il y a 115 mètres entre les fermes des deux côtés, donc un espace qu'on peut couper, organiser pour une exposition comme on veut. Bon, là, on va retrouver un peu des courants d'air, mais on sait que c'est pas pour très longtemps, et donc les deux salons acceptent d'exposer ensemble en 1898 et en 1899 dans ce bâtiment. Voilà, le bâtiment, c'est pas que du fer et du verre comme on a vu. Vous avez aussi une salle d'apparat, toujours cette grande salle où on peut mettre les œuvres les plus importantes et où on peut distribuer les récompenses. Ça, c'est un tableau du musée Carnavalet. Et donc, l'exposition a lieu 2 années de suite dans ce bâtiment, et les deux sociétés sont obligées de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et là, voilà. Et en fait, elles vont exposer l'une derrière l'autre. Donc elles vont occuper le grand bâtiment qu'on a vu. Les artistes français occupent cette section ici. Donc vous voyez toujours d'un côté café-restaurant, de l'autre côté art décoratif. Il ne faut jamais oublier de se restaurer. Vous voyez architecture, dessin, vous avez les sculptures au milieu, la gravure, une toute petite salle au bout, et puis vous avez les grandes salles pour le dessin et la peinture. Et vous sortez des artistes français et vous rentrez dans la Nationale des Beaux-Arts, donc qui a choisi une présentation un peu différente des salles, en les dédoublant d'un côté. Et donc, les deux expositions donc, vont avoir lieu en 1898 et 1899, mais toujours rien pour 1900. Alors 1900, on cherche des idées, et là on a une superbe idée dans le bois de Boulogne, qui n'attend que ça. Il y a un lieu de divertissement qu'on appelle le pavillon japonais, et donc
les organisateurs des deux expositions se proposent de faire un bâtiment de 600 mètres carrés qui jouxterait le pavillon japonais, ce qui éviterait d'avoir à construire un buffet-restaurant dans le cadre de l'exposition. Mais là aussi, problème d'argent, et donc on cherche autre chose, et donc on pense investir... Non, pardon, j'ai tort. Voilà. Et donc finalement, on va se résoudre. Les trois sociétés vont prendre des décisions. La première à prendre sa décision, c'est la Société nationale des beaux-arts, qui dit de toute façon, va y avoir tellement d'expositions au sein de l'exposition universelle que ça vaut pas le coup. On rentrera pas dans nos frais, on ne fait rien. C'est une solution judicieuse. Les indépendants, qui pour une fois ont une touche pour un lieu où s'installer, disent bon, on ne va pas faire notre exposition pendant l'exposition universelle, mais on commencera le 5 décembre et on débordera sur l'année suivante. Et comme ça, on viendra nous voir puisque nous serons en dehors de toute autre manifestation. Mais les artistes français, qui sont les descendants du salon de 1648, en fait, sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils tiennent absolument à faire une exposition, mais à tarif réduit, et ils vont construire un bâtiment non loin du bâtiment de l'exposition universelle, avenue de Breteuil. Et donc c'est ce bâtiment que vous avez sous les yeux. Alors, c'est pas très parlant, je vous l'accorde, donc je vais vous lire la description qu'en fait le journaliste de l'Illustration le 7 avril 1900, donc avant l'ouverture de l'exposition universelle, question d'essayer de rabioter quelques visiteurs avant que tout le monde ne se précipite à l'exposition universelle. Et voilà ce que dit le journaliste. L'abstention de la Société nationale des beaux-arts diminue singulièrement l'importance du salon de cette année. D'ailleurs, la Société des artistes français semble elle-même avoir réservé son principal effort pour la grande exhibition du Palais des Beaux-Arts, c'est-à-dire le Grand Palais, où avait lieu l'exposition décennale et l'exposition centennale des Beaux-Arts, où il y aura à lutter contre la concurrence des écoles étrangères. Le nouveau salon, élevé de toutes pièces sur la place de Breteuil, présente à droite en entrant une nef de 60 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur, où se tient l'exposition de sculpture. C'est la partie centrale. 2 terrasses dominent sur le jardin. Sur l'une est installé le buffet, ici. Sur l'autre, l'exposition des arts décoratifs, donc au-dessus. Au bout de la grande nef, à angle droit, une salle de 100 mètres de long sur 20 mètres de large abrite encore des sculptures. Puis viennent 32 salles, que vous avez là. La peinture, la gravure, les dessins et l'architecture. Donc vous voyez, on avait réussi à tout caser. Mais pour tout caser, il avait fallu faire des sacrifices. Et c'est là qu'apparaissent les sacrifices. Sur 3197 envois de peinture, le jury en a admis 1400. Pour la sculpture, 373 admissions sur 635 envois. Et enfin, en architecture, 139 sur 350. Donc vous voyez, la sélection avait été drastique. Voilà. Alors, ce que j'espérais quand j'ai donné le titre de cette communication, c'est de trouver des photos de cette manifestation. Et en fait, la concurrence de l'exposition universelle a été telle qu'il n'y a aucun souvenir de la présentation. Et je pensais que l'Illustration, les journaux à grande diffusion, le magasin Pictoresque, des gens comme ça, auraient bien une petite gravure, une petite image pour montrer comment étaient disposées les œuvres. Et en fait, non. Tout ce qu'on peut trouver dans les journaux contemporains, ce sont des photos des œuvres. Et nous allons y revenir. Donc tous les ans, il y avait des publications autour du salon et ça n'a pas cessé, bien qu'il n'y ait qu'un salon. Donc la plus prestigieuse qui était éditée par l'éditeur Goupil, qui devait coûter dans les 45 francs, ce qui était une vraie fortune. Mais les reproductions étaient magnifiques, il y avait des reproductions en couleur et les textes étaient importants. Et donc l'auteur du commentaire du salon de 1900 écrit tout à fait en début de volume. C'est à la place de Breteuil qu'a eu lieu cette année la 118e exposition de la Société des artistes français, chassée de la Galerie des Machines par l'exposition universelle. Le local de la place de Breteuil est purement provisoire, puisque la Société émigrera le printemps prochain au nouveau Palais des Beaux-Arts, aux Champs-Élysées, ce qui est toujours une manière de dénommer le Grand Palais. Il ne faut donc pas s'étonner outre mesure que la construction des locaux du salon de 1900 ait quelque peu laissé à désirer. Ce n'est à vrai dire que dans des baraquements en planches, alignés à la suite les uns des autres, que la Société a campé cette année.
Aussi est-ce peut-être à cette raison, peut-être aussi au voisinage de l'exposition universelle, qu'il faut attribuer le nombre relativement petit, en tout cas inférieur au total de l'année précédente, des œuvres exposées. Donc là encore, le critique soulignait que la quantité n'y était pas, et implicitement que la qualité n'y était pas non plus. Donc la Société des artistes français avait voulu être présente, et en fait, elle n'avait pas réussi à remplir de manière satisfaisante ces salles, et l'exemple le plus évident qu'on peut donner à ça, c'est la comparaison de ces deux photos. Donc ce petit tableau, ce relativement petit tableau que Bouguereau présentait dans les salles du pavillon de Breteuil, et ce tableau qu'il présentait, ce très grand tableau qu'il présentait à l'exposition universelle de 1900 et qui se trouve aujourd'hui au Petit Palais, et donc que vous pouvez voir une fois que vous quittez les salles de l'exposition Paris 1900. Je vous remercie. Si vous souhaitez poser des questions à Dominique Lobstein, on peut prévoir un petit temps d'échange avec lui si vous le souhaitez. Je peux mettre à votre disposition un micro. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. Je voudrais juste revenir sur l'époque de l'Ancien Régime. Oui. Vous avez dit, si j'ai bien compris, les récompenses arrivent avec la Révolution. Oui. Ça veut dire que l'époque de l'Ancien Régime, c'était juste un salon d'exposition sans récompense. La récompense était déjà de pouvoir y avoir accès. Il n'y avait que les académiciens. Donc, il était inutile de les récompenser. C'était juste une exposition. Oui. Et qui pouvait venir alors Tout le monde venait. Le bas peuple aussi? Oui, bien sûr. Et c'était gratuit. Hein. J'ai bien insisté sur le fait qu'on ne payait pas sous l'Ancien Régime et que c'est avec la République qu'on s'est mis à payer. D'accord. Et ensuite, une fois que ça a commencé à avoir des récompenses, je me mets à la place du jury. Comment se passe le choix? Les derniers rangs sous plafond, on voit rien, j'imagine. Oui. Alors comment on fait? Est-ce qu'ils avaient le droit de... Le jugement se faisait avant le salon, le jury avec les tableaux par terre ou... Absolument. Le jury est un jury de recrutement et de placement. Donc, et le critère de placement? C'est lui qui décide les œuvres qui sont acceptées ou refusées. Et alors ça, c'est mon rêve, c'est de retrouver un tableau avec au dos soit le A, soit le R, puisque en fait, donc tous les tableaux passaient devant un jury. Donc c'était, selon les époques, le nombre de jurés a varié, mais donc il y avait toujours au moins une dizaine de personnes qui étaient là par domaine, c'est-à-dire peinture, sculpture. Et donc il y avait des appariteurs qui présentaient les œuvres, et le jury votait avec des cannes. Donc on levait, et s'il y avait une majorité de gens qui levaient la canne, l'œuvre était acceptée, on mettait un A, on le mettait sur une pile. Ce qui était refusé, on mettait sur un R, on mettait sur une pile. Et il y a des gravures d'époque où on voit des flots de tableaux comme ça qui sont les uns derrière les autres. Et une fois qu'on avait sélectionné les gens acceptés, on les répartissait. Donc je vous ai dit, selon les moments, ça a été par nom, ça a été par sujet, ça a été par taille. Donc on les disposait et le jury passait et disait ça en haut, ça au milieu, ça en bas. En fait, les jurys, la plupart du temps, c'était les délégués des artistes. Donc, on ne pouvait pas demander à 500 artistes de faire le travail, donc c'était délégué à une dizaine, mais c'est la porte ouverte à tous les débordements. Et est-ce qu'on sait quels sont les critères de choix pour placer un tableau tout en haut et un tableau tout en bas? C'était en fait, il fallait répondre à des critères académiques pour être admis. Et donc c'est en fonction du respect de ces critères aussi qu'on se retrouvait plus ou moins haut. Mais il y avait des changements. Alors ça, parce que j'ai parlé au fil et j'ai pas lu mes notes, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est qu'il y a eu dans les années 40 un livre de contestation. Et on pouvait inscrire qu'on n'était pas content de la place qu'on avait attribuée. Et donc, à mi-parcours, on fermait l'exposition et on redisposait les ouvrages. Alors pour vous donner une idée de l'importance quand même de la chose, en 1861, Édouard Manet présente au salon le chanteur espagnol. Il est sous le toit. Il écrit en disant « Je trouve que c'est pas bien ». Les critiques disent que c'est un beau... Ils le voient mal, mais ils disent que c'est un beau tableau. Au moment de la réorganisation, on le descend au niveau de la plainte.
Donc il y avait possibilité comme ça de bouger en fonction de différents critères, différents soutiens. C'est justement ce que je vous demande. Les critères, on les connaît ou pas du tout? Non. C'est-à-dire, on ne sait pas comment ça se passe, le choix de mettre un tableau tout en haut, parce que le public ne voit rien en fin de compte, celui qui est tout en haut. Mais vous savez, les gens qui sont dans le jury, ils sont professeurs à l'école du Louvre. Un des critères qui n'est pas dit, c'est qu'ils vont mettre leurs élèves sur la plinthe et les élèves des lots en haut. C'est normal. Et la récompense est déjà attribuée avant l'ouverture du salon? Non. Elles sont distribuées à l'issue du salon. Oui, les bâtiments. Dernière question. Les bâtiments provisoires dont vous avez parlé au Palais Royal, au Palais National, Palais Royal, ça, ils étaient construits à l'emplacement de ce qu'on appelle actuellement la cour Buren? Oui, c'est ça. Il y en avait derrière et il y en avait sur les côtés. Vous voyez la cour quand vous... Elle est assez petite, cette cour. Oui, mais néanmoins, on prenait tout. Hein. D'accord, merci. Charles Huang. Merci beaucoup pour votre très brillante présentation. J'ai juste une petite question peut-être de curiosité. Au cours de votre recherche, avez-vous trouvé des rapports de journalistes étrangers qui présenteraient probablement leur vision sous d'autres angles et qui pourraient aider à mieux ou à voir différemment notre point de vue? Merci. Merci. J'y ai pensé, parce que j'étais dans une bibliothèque pour travailler où il y avait le London Illustrated News en consultation libre. Et j'ai cherché, il n'y a pas un seul article sur le salon. Il n'y a que l'exposition universelle qui intéresse les journalistes. Alors, j'ai pas cherché, je ne parle pas allemand, donc j'ai pas cherché dans les ouvrages allemands et tout, mais je pense que c'est quelque chose qui est passé quasiment inaperçu. Mais même en France, je vous ai parlé de cet article du 7 avril 1900 dans l'illustration. C'est le seul, bon, c'est un numéro quasiment complet, mais c'est le seul article, alors que les années précédentes, vous avez, pendant les 2 mois de l'exposition, vous avez régulièrement des articles et des reproductions d'œuvres. Le salon de 1900, c'est un salon qui n'existe quasiment pas. Voilà, mais ça m'a donné l'idée justement de creuser un peu plus. Merci. Et justement, ça nous donnerait peut-être à penser que maintenant, à l'époque de 2014, après, ce serait intéressant de savoir comment les journalistes étrangers, de toutes sortes de différents points de vue, rapportent sur nos expositions de cette époque. Mais ce n'est pas votre travail. non, mais j'y ai pensé. Bon, j'avoue, je n'ai pas eu le temps d'aller très loin sur le regard étranger, mais je pense qu'il y a eu un tel monopole sur l'exposition qu'il va falloir chercher beaucoup pour trouver relativement peu. Quand vous regardez pour les autres expositions, c'est très facile de trouver des références, surtout en anglais, hein, mais sur 1900, je n'ai rien trouvé. Bonjour. Et donc on a beaucoup parlé de l'Ancien Régime et de la Troisième République, mais j'aurais souhaité connaître un peu plus sur les salons justement à partir de 1900, parce qu'à partir du moment où on détruit donc, le palais de l'Industrie et des Beaux-Arts, hein, donc j'ai bien compris que certaines expositions ont eu lieu dans les palais de Machine, les pavillons de la place de Breteuil, mais que s'est-il passé justement à partir de 1900 avec ce salon? À partir de 1901, ça devient extrêmement banal. C'est le Grand Palais qui va être vraiment le lieu des expositions. Alors, le Petit Palais, qui est devenu le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, va accueillir en 1903, alors là c'est un grand mystère, il faudrait regarder dans les archives pourquoi, va accueillir le premier salon d'automne. Mais dès 1904, le salon d'automne passe au Grand Palais. En fait, le Grand Palais va devenir ensuite le lieu de tous les salons et toutes les grandes expositions. Mais alors, comme il faut le rentabiliser, les expositions vont être de plus en plus courtes. Après la guerre de 14, les expositions, les temps vont rétrécir. Mais par contre, il y aura beaucoup plus d'expositions qui vont toucher tous les domaines. Et c'est là que vous aurez les expositions de l'aviation, les expositions de l'automobile, les arts ménagers vont commencer au Grand Palais. Ça va devenir une espèce de halle où les expositions se succéderont. Et puis, donc, aujourd'hui, les salons n'existent enfin, ils existent toujours, mais ça n'a plus la même force, ça ne provoque pas le même intérêt qu'auparavant, et donc, on n'en parle quasiment plus. Et je crois que maintenant, tous les salons se réunissent pour exposer au Grand Palais durant une semaine.
Vous voyez, c'est comme quoi les salles d'exposition sont restées, mais cette fois-ci, elles sont restées, et les expositions, elles, se sont réduites comme peau de chagrin. Merci pour votre intervention. Je voulais savoir quel impact a eu le fait de participer au salon ou d'avoir des médailles pour les artistes eux-mêmes sur leur évolution professionnelle. C'était extrêmement important. Sur l'évolution professionnelle, sur l'évolution financière, vous étiez récompensé au salon, vous aviez tout de suite des gens qui faisaient la queue devant chez vous pour se faire portraiturer, pour vous acheter vos tableaux. C'était les étrangers, parce que ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition, c'est aussi le rôle de Paris pour les étrangers. C'était extrêmement important d'avoir une récompense au salon et de rentrer dans son pays, et les gens construisaient leur carrière à l'étranger sur les récompenses à Paris. On était artistes de Paris, en quelque sorte. C'était très, très important. Je voudrais savoir, l'apparition des galeries privées, qui me semble avoir un peu pris la place de ces salons, ça date de quelle époque ? Il y a toujours, depuis l'Ancien Régime, il y a toujours eu des galeries. Il y a toujours eu des galeries ouvertes qui n'ont pas eu le fonctionnement qu'elles ont aujourd'hui. C'est tout à fait autre chose. Les galeries avaient aussi vendaient des collections. Vous voyez, avaient le rôle de commissaire-priseur un petit peu. Mais les vraies galeries, c'est après 1870. Donc jusqu'en 1870, le salon, il va bon train. Et c'est une des causes qui fait que le salon ne va pas bien après 1870, c'est qu'il y a une concurrence qui est de plus en plus importante. Et donc, je me suis amusé pour le catalogue à faire la liste des expositions hors salon à Paris entre 1895 et 1905. Les chiffres que je vais vous dire sont faux parce que je ne me souviens plus, mais on doit passer de 100 à 300. Parce que tout d'un coup, vous avez des galeries qui ouvrent partout. Et comme 1900, on sait qu'il y aura beaucoup de touristes, il y a des tas de gens qui vont ouvrir des galeries qui vont durer relativement peu de temps, mais vous avez beaucoup de galeries qui vont se développer à partir de 1900. Et deuxième chose, vous nous avez parlé de ce magnifique projet des Tuileries en fac-similé. Qu'est-ce que c'est que le carton-pierre ? Piège, joker. Carton-pierre, c'est quelque chose qu'on utilise en sculpture pour faire... Il n'y a pas un spécialiste de sculpture qui pourrait m'aider, là ? Pourtant, je l'ai vu arriver tout à l'heure. Elle est partie. C'est un rapport avec le carton ? C'est vraiment un mélange de papier ou bien... Je vous dirais une bêtise, je préfère ne pas le dire, mais ça donne vraiment l'aspect de la pierre. Merci.